Alors, investir dans une ICO, est-ce que c'est trop tard? Comment on fait? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est risqué? Eh ben oui, il faut investir dans les ICO, mais pas dans toutes les ICO non plus. Bon, par contre, il faut investir dans les ICO, mais uniquement si vous savez ce que vous faites et si vous êtes capable de maîtriser votre risque. Alors là, maintenant, tout ce que je vais vous dire, c'est personnel. C'est ma manière de voir les ICO. Donc, j'investis dans les ICO, mais uniquement pour différentes raisons. Soit c'est parce que je crois au projet. Donc, je lis le projet, je l'étudie, c'est quelque chose que je connais ou pas. Mais peu importe, je l'étudie, j'essaie de me renseigner et je me dis: «Tiens, ça, c'est pas mal, ça mérite que ces gars-là, je leur donne de l'argent». Alors, les entreprises dans lesquelles j'ai investi, en ce sens-là, il y a, Polybius, Kexcoin et les tokens. Je pourrais pas toutes vous les dire parce que j'ai quand même pas mal investi cette année et je me rappelle pas de toutes. Donc, le problème, c'est qu'il y a pas que des entreprises ultra sérieuses. Il y a aussi plein d'autres boîtes qui sont sérieuses, mais qui, comment dire? Qui ont un projet qui est un peu utopiste ou un peu trop avant-gardiste. C'est le cas par exemple de EOS, de Iota, c'est le cas aussi de Boscoin, etc. Donc ces entreprises-là, j'ai une autre approche. Je me dis, bon, bah, je vais prendre l'argent que j'ai gagné sur de la crypto ou sur du trading ou avec mes sociétés, et une petite partie, je vais l'investir. Donc en gros, je réinvestis des gains précédents. Donc toutes les ICO que j'aime bien, mais où je me sens pas parce que voilà, EOS c'est très bien, mais bon, est-ce qu'ils délivreront? Boscoin, c'est super sur le papier, mais est-ce qu'ils délivreront? Iota, pareil. Donc ça, c'est plutôt des boîtes dans lesquelles j'ai investi 700, 800, 1000 euros, mais je ne sais pas quoi, si ça marchera. Et du coup, bah, j'ai mis un petit billet, mais juste en fonction de ce que j'ai gagné avant. Donc investir dans un ICO, oui, mais intelligemment. Soit c'est parce que le projet est vraiment costaud et il vous intéresse et vous êtes prêt à risquer de l'argent pur. C'est ce que j'ai fait avec Polybius, par exemple. C'est ce que je fais avec Kexcoin, avec Change aussi. J'aime beaucoup les banques, enfin les banques de demain, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi l'intelligence artificielle, etc. Soit c'est des projets un peu banco, enfin bancal, comme, je ne dis pas que Mobilgo est bancal, hein, mais voilà un truc qui est un peu trop gros. Enfin, Mobilgo, ils veulent concurrencer l'Apple Store et le Play Store. Bon, voilà, je ne m'attaquerai pas au gros, quoi. Mais bon, du coup, j'ai quand même investi un peu là-dessus, mais que des gains. Comme ça, si je les perds, c'est pas grave. Et ça, n'oubliez pas, c'est toujours ce que je vous dis avec le trading. Vous prenez un trade qui normalement est risqué, genre avant une news, pendant une news, à contre-tendance, dans un range, etc., ou qui sort un peu d'autres méthodes, ne le faites que si vous avez gagné de l'argent avant. Et allez-y, quoi. Un risqué, 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 mais que avec de l'argent que vous avez gagné avant. Ça, c'est la clé, hein, c'est ce qu'on appelle les trades gratuits. Ça, c'est la clé, pour moi, d'une bonne gestion du risque. Et du coup, cette gestion du risque qui marche très bien sur le trading classique, bah, je l'ai tout simplement appliquée à mes investissements. Donc aujourd'hui, l'immense majorité de mes investissements ICO, ça a uniquement été fait avec des gains du passé. Comme ça, si c'est perdu, ah bah, c'est juste une partie des gains. Donc, quels sont du coup les éléments que moi je regarde pour investir dans une ICO? Donc, la première chose, c'est la viabilité du projet. Donc, je m'intéresse au projet, je regarde à quel marché est-ce qu'il s'adresse et je regarde quel problème est-ce qu'il résolve. Si c'est juste une ICO qui arrive et où le marché est plus ou moins vague, ou alors le marché concurrence trop à un autre marché, concrètement, par exemple, toutes les monnaies. Moi, les monnaies, ça ne m'intéresse pas, quoi. Celles qui vont concurrencer le Dash, le Bitcoin et tout, hop, je mets de côté. Genre le Plexcoin, par exemple, ça ne m'intéressait pas vraiment. Euh, les marchés qui veulent concurrencer, par exemple, les réseaux sociaux, genre je veux devenir le Facebook de la blockchain, enfin, toi tu dégages, ça ne m'intéresse pas. Par contre, les marchés, les ICO qui s'adressent à un marché ultra bien défini, limite une niche, etc., là, eux, ils ont mon intérêt. Et le problème aussi adressé, par exemple, des ICO qui résolvent quelques problèmes que je comprends et auxquels je peux m'identifier. Ben là, je me dis, ah tiens, ça c'est pas mal et tout et tout. Donc, la première chose que moi, personnellement, je regarde, alors je dis pas que ça c'est la liste qu'il faut respecter. Il y a plein d'autres personnes qui peut-être regardent autre chose, mais moi, personnellement, quand je regarde une ICO, je regarde le marché auquel ils s'adressent, donc la taille du marché et le problème qu'ils essaient de s'adresser. Alors après, ça, j'ai changé d'avis au fur et à mesure de ma maturité. Mais c'est vrai que au début, quand je m'intéressais aux ICO, je regardais si le projet avait vraiment besoin de la blockchain. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, honnêtement, 80% des ICO n'ont vraiment pas besoin de la blockchain. C'est juste parce que c'est l'effet de mode. Ils disent, oh putain, trop bien, la blockchain, c'est un buzzword, etc. Mais honnêtement, 80% des projets n'ont pas besoin d'une blockchain. Ils peuvent se faire ça en dehors d'une blockchain. Donc avant, c'était blacklisté, quoi. Si tu fais un truc qui peut être refait sur la blockchain, c'est que tu es un profiteur, donc tu dégages. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis à cause de la tokenisation. Parce que la tokenisation, j'ai découvert ça en fait assez tardivement. Je crois que j'ai découvert ça au mois de juin.
Donc, du coup, tout ce que j'ai fait avant le mois de juin, j'avais pas cette notion-là. Et la tokenisation, qu'est-ce que c'est? C'est tokeniser tout, même si ça n'a pas de rapport avec la blockchain. C'est tokeniser, par exemple, le financement d'un appartement. Et du coup, maintenant, les boîtes qui n'ont pas de rapport avec la blockchain, mais qui font une ICO, ben, je vois ça plutôt comme une levée de fonds via la tokenisation. Donc aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose que je regarde, mais j'ai quand même voulu vous le mettre pour que vous compreniez quelle a été l'évolution de mon petit parcours, hein. Moi, ça fait que même pas un an, n'oubliez pas. Mais comment, du coup, j'ai évolué face à cet argument-là, qui avant était pour moi ultra important. L'équipe, bien sûr, parce que ce que m'a appris, mais maintenant, je sais pas, ça fait 7 ou 8 ans, années d'entrepreneuriat, c'est qu'avoir des idées, c'est bien. J'ai toujours eu pas mal d'idées, mais quand on n'a pas l'équipe, ça marche pas. Par exemple, moi, j'ai toujours lancé plein de trucs, tenté plein de trucs, mais quand j'étais tout seul, c'était ultra compliqué en fait à délivrer. Après, quand j'ai commencé à embaucher, je me suis planté sur mon recrutement. Du coup, c'était ultra compliqué à gérer les équipes. Et du coup, toutes ces erreurs font que bah, aujourd'hui, je sais recruter, j'ai une équipe qui est plus solide, etc. On avance, on fait des choses, et du coup, je suis un entrepreneur heureux, ne serait-ce que pour ça. Et ça m'a fait réaliser, même si on l'avait déjà dit avant, l'équipe, quoi. Une idée sans équipe, ça vaut rien. Pas d'idée, mais une équipe, ça vaut plus d'argent. Donc, je m'intéresse à l'équipe. Ça veut dire qu'il faut que l'équipe soit clairement identifiée, hein, parce que des fois, il y a des ICO où on ne sait même pas d'où ça sort. Les advisors, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des gens. Alors, je suppose qu'il y a beaucoup de marketing dedans, mais c'est des gens qui sont contactés par les boîtes qui font les ICO et qui leur présentent leur projet en disant, ça te dirait, je te donne un peu de token et bah, je mets ton nom parce que peut-être que mon projet t'intéresse et tout. Donc, les advisors vont regarder le projet. Si ça les intéresse, ils peuvent dire, bon, bah, écoute, je soutiens ton projet, donc tu peux mettre mon nom. Donc, c'est des gens qui soutiennent le projet ou alors des opportunistes qui disent, ouais, bah, tiens, vas-y, mets mon nom, donne-moi des tokens et puis c'est tout, quoi. Donc, c'est vrai que quand il y a des advisors qui sont assez prestigieux, ça valide le projet. Si demain, vous avez un projet qui est soutenu par Bill Gates, par l'État français, je sais pas moi, par l'ONU et tout, vous dites, ah ouais, le projet est soutenu par des politiques, par des organisations énormes, par un mec qui s'appelle Bill Gates, donc c'est que c'est quelque chose. Si par contre le projet il est soutenu par mon voisin, bah, forcément ça discrédite un tout petit peu. Donc ça, c'est l'autre chose que je regarde. Ensuite, hein, c'est beaucoup plus technique et ça s'adresserait plutôt à ceux qui vont vraiment s'intéresser énormément aux cryptos. Donc, il faut que vous vous intéressiez au rôle du token, quoi. Donc, il faut bien comprendre comment fonctionnent les blockchains, quels sont les problèmes auxquels aujourd'hui le marché doit faire face. Donc, le rôle du token, c'est important. C'est-à-dire, en gros, OK, les mecs, ils vont créer un token. Mais c'est quoi le rôle de ce token dans l'écosystème? Il va servir à quoi, en gros? Parce que s'il ne sert à rien, pourquoi est-ce que je devrais acheter un token? Parce qu'attention, moi, quand j'achète un token, ben, c'est une action. Donc, il faut que ce token soit me donne des dividendes, soit prenne de la valeur. Pour que le token prenne de la valeur, il faut que ce token ait un rôle. Donc, quel est le rôle de ce token? Ensuite, je regarde un peu le business plan. Alors ça, c'est pas que je le regarde pas, c'est juste que dans 90%, il n'y en a pas. Et c'est vrai, hein, même les boîtes les plus sérieuses, hein, genre Kexcoin, pas vraiment de business plan. Alors, ils ont un business model, mais le business plan, impossible à le voir. Donc c'est un peu compliqué, mais le business plan, en gros, et le business model, c'est qu'est-ce qui va être refait de l'argent qui va être levé. Donc, comment vous allez répartir l'argent levé et comment vous allez faire pour gagner de l'argent. Parce qu'après tout, vous êtes quand même une boîte, hein, vous faites une levée de fonds, c'est pour gagner de la thune après. Bon, bah, c'est quoi votre business plan et comment vous faites pour gagner de l'argent? Et comment est-ce que vous allez faire le business plan pour comment vous organisez vos dépenses, quoi. Après, je regarde un truc un peu plus général, c'est la régulation. Si le marketing est pas mal, parce que je me dis que si les mecs ils ont un bon marketing, c'est qu'ils ont quand même mis quelques petits moyens, donc il y a quand même des tronches derrière. Et la régulation, s'ils font un truc qui, je suis sûr à 100%, ce ne sera pas régulé, ça va être la merde, bah, du coup, je ne vais pas forcément investir. Donc voilà, ça, ah oui, et l'engouement, bien sûr, autour du projet. Si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent, si ça buzz pas mal, c'est que c'est sympathique. Donc ça, c'est les éléments que moi, personnellement, je regarde pour investir dans une boîte. S'il y a des choses qui ne rentrent pas là-dedans, bah, du coup, je n'investis que si j'ai gagné de l'argent avant et que je peux me permettre de mettre 100. Alors, en général, je ne mets pas 100 euros, j'investis qu'à partir de 500 euros. Mais des fois, j'ai mis 100 euros juste pour m'amuser. Par exemple, il y a une boîte qui s'appelle D-Corp, j'ai mis 50 euros, mais juste pour voir. J'ai mis aussi 50 euros sur Excudo. Voilà, c'est juste comme ça, des petits tests comme ça de temps en temps. Mais sinon, en général, j'investis 500, 700, 1000 euros, enfin dollars, pardon. Le plus gros investissement que j'ai fait, ça doit être à peu près 1000 dollars. Donc voilà, si ça valide pas ma liste, bim, je dis, bon, est-ce que je peux me permettre de perdre 500 euros? Non. Ah, bon, bah alors j'investis pas. Oui, bon, bah alors on y va. Donc ça, c'est ma conception du trading, c'est ma conception de l'investissement, et c'est comme ça que je pense qu'on doit traiter le risque. On le doit risquer
que l'argent qu'on peut se permettre de perdre et que l'argent qu'on a déjà gagné, mais uniquement qu'en partie. Après, il y a plein d'autres choses. Par exemple, vous connaissez mon point de vue sur le risque et le trading. Par exemple, vous pourriez risquer tous les mois 50 euros. Franchement, ça, normalement, ça ne va pas vous poser un gros problème de perdre 50 euros par mois. Et bien, de la même manière, pourquoi ne pas investir 50 euros par mois dans des ICO? Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait investir dans une ICO? Eh bien, pour ça. Alors, je ne vous dis pas que la prochaine ICO dans laquelle vous allez investir, elle va faire comme le IOTA ou Antshare, enfin Neo, du coup, aujourd'hui, à 104 000%. Mais pourquoi pas? Hein, ça pourrait. Il y a Stratis aussi, 62 000%, Lisk, 7 933%. Alors, ce site-là, il s'appelle ICO Stats. Alors, le problème de la crypto, c'est qu'il faut parler anglais. Hein, en France, il y a pas mal de bons médias, il y a le journal du coin également, mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, la plupart des trucs, hein, c'est ça, quoi. Bah ouais, franchement, là, tu vois, je suis à Paris, et là, j'ai vu qu'il y avait 177 millions d'euros là, à gagner au loto. J'ai fait 5 grilles à 2,50 €, je crois. C'est la première fois d'année que je joue au loto. C'est juste que j'ai vu le truc, j'ai dit, ah, tiens, pourquoi pas. Au lieu d'avoir dépensé ça et d'avoir enrichi les gens riches de la Française des Jeux, j'aurais pu investir cet argent-là dans une ICO, quoi. C'est pareil, hein. Pas autant hein, qu'avec le loto, mais bon. Bon, moi, pour vous dire, hein, moi, les ICO dans lesquels j'ai investi, pour l'instant, ça ne m'a rien rapporté. Alors, il y a Mobilgo qui m'a rapporté un peu d'argent, mais Polybus, pour l'instant, non. Skincoin, non. D-Corp, non. Bon, je n'ai pas fait les comptes. Je suppose que je suis un peu gagnant grâce à Mobilgo. Mais si je retire Mobilgo, par contre, je ne suis pas gagnant pour l'instant sur les ICO. Parce que quand on est dans une ICO, c'est du très long terme, hein. On n'est pas là pour faire du one-shot. Moi, Polybus, même si je suis perdant aujourd'hui, bah, c'est un projet que j'aime. Je vais le garder très longtemps. Et peut-être que dans 5 ans, il sera peut-être pas 400 000%, mais peut-être qu'il aura pris 3 000%, 4 000%, quoi. Donc, ne pensez pas que les ICO, c'est ce qui va vous permettre de vivre du trading. Par contre, c'est une opportunité de trading ou d'investissement, voyez ça comme vous voulez, qui est intéressante à mon sens, si vous réfléchissez de la même manière que je viens de vous présenter juste avant. Donc, soit vous investissez parce que le projet, vraiment, vous y croyez, et du coup, vous mettez vos billes dedans. Soit c'est parce que le projet est sympa, on peut se faire de la thune, mais il faut la gestion du risque derrière. N'investissez que l'argent que vous pouvez perdre. D'accord? Si perdre de l'argent, si perdre 50 € par mois ne vous met pas en colère, ne vous fout pas dans un problème financier, dans ce cas-là, ça veut dire que vous devez investir. Vous pouvez investir dans le trading sur le Forex, vous pouvez investir dans le trading sur crypto, vous pouvez investir dans des SCPI si vous voulez, vous pouvez investir dans des ICO, faites ce que vous voulez, investissez dans ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, investissez. Ne faites pas comme la majorité des Français, malheureusement, à épargner, épargner, épargner. C'est pas comme ça qu'on peut faire vivre une croissance, c'est pas comme ça qu'on finance des entrepreneurs qui embaucheront peut-être vos enfants dans quelques années. Donc, il faut que vous investissiez. Alors, il y a un autre site, parce que ICO Stats, c'est un peu le Wall of Fame, mais il y a aussi le Wall of Shame. Donc là, il y a le site Deadcoin. Le site Deadcoin, en gros, il vous montre toutes les cryptos qui ont disparu, qui sont mortes, qui n'existent plus. Donc, bien sûr, il y a plein d'ICO qui, cette année, se sont montés sur des idées. Et j'ai fait une vidéo il y a quelques mois où je vous avais dit, alors ouais, il y a une bulle, mais à mon avis, les grosses pertes de la crypto, ça sera dans 2-3 ans. Parce que tous les montants qui ont été levés dans les ICO cette année, il ne faut pas rêver, quoi. Je ne sais pas si vous fréquentez les milieux entrepreneuriaux, mais moi, oui. Et certes, il y a de très belles histoires. Mais le point commun des belles histoires, c'est souvent quand même la chance, hein. C'est-à-dire que la plupart des entrepreneurs à succès que j'ai rencontrés, ils ont un talent indéniable. Ça, c'est évident. Mais il y a quand même beaucoup de chatards. Les gens qui sont là au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, les bons fonds, les bons machins, le bon truc. Moi, je me considère comme un gros chatard. J'étais là au bon moment, au bon endroit, etc. Et il y a les autres. Les autres qui, malheureusement, créent une entreprise et échouent. Et j'en connais des tonnes. Et je ne parle pas que de l'entrepreneuriat web, digital, etc., qui est sexy. Non, je parle aussi de créer un restaurant, monter un bar, un food truck, etc. Et moi, je suis resté quand même en contact avec pas mal de mes des anciens élèves des écoles et compagnie. Et du coup, on suit des fois un peu ce que les gens font. Alors, la plupart, c'est des salariés, mais il y a quelques entrepreneurs et des entrepreneurs dans la restauration, le machin comme ça. Tous 100%, bim, fermé boutique au bout d'un an. Le taux de réussite dans l'entrepreneuriat, c'est à peu près 30%. C'est marrant, c'est le même taux de réussite que pour le sport de haut niveau. À peu près que 20-30% des gens qui se lancent dedans, qui deviennent professionnels.
C'est un peu comme le trading. Je sais qu'on dit toujours 80, 95-5%, mais c'est faux, hein. Les 95% de perdants, c'est parce qu'il y a tellement d'arnaques dans le trading que ça attire énormément de gens qui n'ont rien à faire dans le trading. Mais si on ne se focus que sur les gens qui sont là, qui travaillent énormément, qui passent des années ou des mois à apprendre, à tester, à trader, à s'améliorer, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a que 30% de gagnants et 70% de perdants. Si par contre, vous prenez tout le monde, ceux qui se font arnaquer par les options binaires, par des sites ou des forums qui vous disent oh, regarde mes indicateurs, prends-les, tu vas gagner, là oui, là on est sur du 99% de perdants. Mais si on vire tout ça qui bousille pour moi les statistiques, et si on se concentre que sur ceux qui veulent vraiment gagner avec le trading et qui travaillent énormément là-dessus, là on est plutôt sur du 30-70, hein. Moi je fais des formations, même si la plupart en formation des élèves sont positifs, 80% pendant la formation, après la formation, c'est ça, hein, c'est 20% des élèves sont positifs et 80% sont perdants. Donc, je ne suis pas en train de tuer mes cours ou quoi que ce soit, mais je préfère être transparent. 20% des mecs, après une formation, sont positifs. C'est tout. Ce 20%, on le trouve ailleurs aussi, hein. C'est la loi de Pareto, on le trouve également dans ceux qui font de l'immobilier. Il y a plein d'histoires sur YouTube de mecs, ouais, combien de vidéos il y a? Oh, moi, j'ai 25 appartements à 27 ans. Ok, mais combien de mecs de 27 ans ont fait sa solution et ont 25 appartements? Bah, peut-être que 5 ou 10%. Vous savez, il y a plein de mecs qui apprennent aux gens à monter des business en ligne. Pareil, il n'y a que 20% des mecs qui vont vraiment créer quelque chose, en fait, et qui vont y arriver. Et bien du coup, puisque tous ces ratios existent dans la vraie vie, ben, je pars du principe que ça sera pareil avec les ICO. Et donc, 80% des ICO de cette année vont être un échec entrepreneurial dans les années qui viennent. Et du coup, les 80%, il y a de l'argent dedans. Cet argent va devoir disparaître à un moment donné. Quand vous allez sur CoinMarketCap, si vous virez 80% des cryptos, l'argent, il faut bien qu'il aille quelque part. Donc, vous avez les deadcoins. Donc, n'oubliez pas que quand vous investissez dans une ICO, elle peut disparaître demain, hein. Donc ça, il faut bien comprendre ça, hein. C'est pour ça que c'est du capital à risque. Et le ratio d'un capital à risque d'un VC, c'est 10%. Donc, par exemple, un VC qui investit dans des boîtes, il investit dans 10 boîtes, dans 10 startups. Il y a 9 fails, allez, on va dire, il y a 5 fails, donc 5 qui vont finir à la poubelle. Il y en a 2-3 qui vont vivoter, mais il n'y en a qu'une seule qui va vraiment rendre le VC riche. Voilà, donc l'investissement dans les VC, les ratios officiels, hein, que j'ai des VC, c'est à peu près 10%. Donc, puisque là, c'est un peu comme du VC, vous pouvez même dire qu'il n'y a que 10% des ICO qui réussiront à délivrer et à gagner de l'argent. Donc, pensez bien à tout ça quand vous allez investir, hein. Alors, bon, sinon, où est-ce qu'on les trouve, hein, ces ICO? Bon, bah, il y a plein de sites, il y en a peut-être une vingtaine. Bon, moi, je suis feignant, je vais tout le temps sur le même, c'est ICO Alert. ICO Alert, du coup, il vous montre quelles sont les ICO qui sont actives en ce moment. Quand c'est violet, si je me souviens bien, ça veut dire que vous pouvez lire un article dessus, je crois, ou une analyse, je ne sais pas, je n'ai jamais regardé, ça ne m'intéresse pas. Les ICO qui vont arriver bientôt, là, hein, qui démarrent le 28 septembre, le 29 septembre, le 29 septembre, le 29 septembre, le 1er. Donc, vous pouvez cliquer, vous pouvez lire, blabla. Bon, tout est en anglais, bien sûr. Et les ICO qui ont été récemment terminés, je vous parlais de Streamra tout à l'heure. Vous savez, ceux qui vendent la data, là, donc ils sont là. Bloc option, bah tiens, ah oui, bien sûr, hein. Comme on peut se faire de la thune aux ICO, devinez qui est-ce qui vient? Eh ben, tous les arnaqueurs d'Israël, tous ceux qui font des options binaires. Donc aujourd'hui, il y a plein de boîtes d'options binaires qui font leurs ICO. Bah, ils ont flairé le bon filon, quoi. Alors après, pour ceux qui veulent aller plus loin, il va falloir creuser, hein. Il va falloir regarder sur Internet, se documenter, regarder des vidéos. Il y a plein de chaînes YouTube qui analysent les ICO. Il y a les sites Medium, des sites de blog où on parle beaucoup d'ICO, où on présente des ICO, etc., etc. Donc, si ce truc vous intéresse, travaillez la tokenisation, recherchez ce que c'est sur Internet, recherchez les ICO, etc., etc. N'écoutez pas ceux qui vous disent que ce sont des arnaques ou des systèmes pyramidaux. Bien sûr qu'il y a des arnaques dans les ICO, tout comme il y a des arnaques dans les IPO. Gardez bien l'esprit. Vous investissez dans un ICO que si vous avez les moyens ou si vous, vraiment vous croyez au projet. Et ne le faites qu'en gardant à l'esprit que 10 à 20% des ICO vont vraiment délivrer. Bon, ça, c'était la partie des tokens. Bon, maintenant, je vous ai dit que la blockchain ne révolutionne pas que l'investissement, parce que là, c'était l'investissement. Donc là, vous avez compris qu'aujourd'hui, grâce à la blockchain, tout le monde peut devenir un investisseur, tout le monde peut devenir un capital risqueur.
Bon, maintenant, nous, les traders, comment est-ce que la blockchain va modifier notre trading, notre vie, notre manière de trader? Bon, les custodian wallets, les escrow, avec un W s'il vous plaît, pas un C, les escrow wallets, comment est-ce que ça va changer notre quotidien de trader?